alors que le camp du Vernet était devenu un camp du Reich depuis le 9 juin. Peu de gens le soulignent, mais c'était un camp occupé par les Allemands, donc un camp du Reich, depuis 15 jours. Le 20 juin, dans un convoi qui était à destination de l'Allemagne, il s'est évadé à Lyon et il a repris le combat. Sa condition de résistant et de déporté ne lui a jamais été reconnue d'une quelconque manière. À toi la parole, Arnaud. Citoyennes et citoyens du monde, en préparant cette intervention, c'est cette apostrophe qui m'est venue à l'esprit pour cette cérémonie, pour ce lieu symbolique où des étrangers, des Espagnols se sont battus pour la liberté de Françaises et de Français. Parce que ces républicains espagnols la voulaient, cette liberté, au-delà des frontières, pour toutes et tous. Le monde était à feu et à sang, et eux, ils s'engageaient. Ils résistaient, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Même si à un moment donné, on leur disait que cela ne servait à rien, que tout était joué, eh bien eux, ils continuaient. Ils faisaient leur part du travail. Ils faisaient la part du colibri. Cette part du colibri, c'est une légende que je vais vous conter en quelques phrases. Le colibri, minuscule oiseau magnifique, vit dans la forêt. Un jour, sa forêt est la proie des flammes. Tous les animaux s'enfuient, sauf lui. Il prend une goutte d'eau dans son bec et va la déverser sur la fournaise. Les autres animaux lui disent que c'est inutile, qu'il ne pourra pas éteindre l'incendie. Le colibri leur répond « Peut-être, mais moi, je fais ma part ». Les républicains espagnols ont donc fait leur part, et même une très grosse part. Mais les grandes nations, elles, n'ont pas fait la leur. Notamment en 1936, lorsqu'elles ont choisi la non-intervention, au lieu de les aider à lutter contre Franco. Et en 1945, quand elles ne se sont pas engagées à leur côté pour renverser le dictateur. Ces grandes nations s'en sont lavé les mains de ces Espagnols, de ces étrangers, et ont sacrifié sur l'autel de leur paix tout un peuple jusqu'à ce que Franco meure dans son lit. D'ailleurs, ce ne sera qu'à partir du décès du Caudillo que l'amicale des anciens guerrilleros espagnols en France, force française de l'intérieur, pourra reprendre ses activités. Parce qu'il faut savoir qu'en 1950, le gouvernement de la 4e République française déclenche une opération policière qu'il nomme Boléro Paprika, qui interdit, dissout, nombre d'associations de républicains espagnols. Sans aucun jugement, 177 dirigeants de ces associations seront assignés à résidence en Corse et en Algérie, ou expulsés en Pologne ou en Roumanie. Récemment, la 5e République française aurait pu faire sa part du colibri envers les républicains espagnols. Si messieurs Valls et Cazeneuve, successivement ministres de l'Intérieur et Premier ministre, avaient daigné répondre à la demande de l'amicale des guerrilleros, appuyée par de nombreux élus. Cette demande consiste à casser l'arrêté ministériel qui, en 1950, a interdit la première amicale des guerrilleros. Mais rien, aucune réponse. Et me voilà, moi, fils de José Cubel, républicain espagnol engagé dans l'armée républicaine, moi qui suis depuis 10 ans président de l'amicale des anciens internés politiques et résistants du camp de concentration de Vernet-l'Ariège, en train d'essayer de faire ma part du colibri. Je suis professeur des écoles et ce que j'aime le plus, c'est transmettre ce que j'ai appris. Mais pour cela, il faut de la matière, des savoirs. Pour le camp de concentration du Vernet-l'Ariège, c'est facile, entre guillemets. Le plus grand stock d'archives en France sur un camp se trouve aux archives départementales de l'Ariège. 500 mètres linéaires. Voici donc quelle sera ma contribution dans l'amicale, offrir de la connaissance. Mais avant cela, je me rends compte que le colibri avait été bien seul. Alors je m'entoure d'une équipe qui prendra au fil du temps le nom de GTA, Groupe de travail des archives. Clin d'œil au GTE de l'époque, Groupe de travailleurs étrangers, ou plutôt, comme disait mon père, Groupe de travailleurs espagnols. Nous avons donc commencé un travail d'histoire et de mémoire. L'une ne va pas sans l'autre, sinon ça boite. Nous avons demandé de l'aide à des amicaliennes et des amicaliens, et au bout de 1000 heures de travail aux archives départementales de l'Ariège, et d'au moins 2000 heures d'exploitation des données recueillies,
Nous avançons des chiffres irréfutables, véritables fruits d'un travail d'équipe. Ces chiffres et leurs analyses nous ont permis d'élaborer 2 listes correspondant aux 2 périodes du camp de concentration du Vernet d'Ariège. De février à septembre 1939, nous avons recensé 10 000 personnes, toutes d'origine espagnole, avec nom, prénom, date et lieu de naissance, date de départ du camp et destination. Nous avons ainsi appris de façon irréfragable que des civils aussi avaient été internés. 92% de militaires, 8% de civils, c'est-à-dire 818 personnes réparties ainsi, 262 hommes, 208 femmes, 348 enfants, âgés de moins de 18 ans. Le plus jeune de ces enfants, José Clémente Segura, avait tout juste 14 ans. Pour la période de septembre 1939 au 30 juin 1944, nous avons identifié 13 000 personnes de 70 nationalités différentes venant des 5 continents, avec nom, prénom, nationalité, date d'entrée et provenance, date et lieu de départ du camp, avec les motifs libération, évasion, rapatriement, décès aussi, et déportation. Pour les déportations, nous avons dénombré 55 convois de déportation et aussi 6226 personnes déportées. Notre travail n'est pas terminé. Nous avons simplement fait une pause dans la collecte des données pour nous consacrer à leur exploitation. Et c'est ainsi que nous avons découvert qu'un convoi était parti le 25 juillet 1940. Ce convoi comprenait 178 hommes. 25 juillet 1940, c'est 15 jours après que Pétain ait eu les pleins pouvoirs. Jusqu'à présent, nous pensions que le premier convoi était parti du camp des Alliés d'Angoulême, le 20 août 1940, pour le camp de Mauthausen. On l'avait nommé ce convoi le convoi des 927, parce qu'ils étaient 927 enfants, femmes et hommes de la République espagnole. Notre travail scientifique a enrichi l'histoire et nous a aussi enrichis. Il faut prendre en compte toutes ces découvertes pour avancer. Mais certaines personnes sont hermétiques aux mises à jour. En voici un exemple récent. Une association a depuis plusieurs années le projet d'ériger une stèle à la mémoire des internés du camp de concentration de Noé en Haute-Garonne. Elle a élaboré le texte de la plaque commémorative, puis a cherché des financements. Au vu de la qualité du travail accompli, la commune de Noé propose un terrain, le conseil départemental de la Haute-Garonne verse les 16 000 € demandés, et il semblait acquis que la Fondation pour la mémoire de la Shoah allait soutenir ce projet. D'autant plus qu'après une visite in situ, les membres de cette fondation n'avaient émis aucune objection. Mais quelque temps après, l'association reçoit ce mail. Après avoir consulté des historiens spécialistes sur les camps en France, je vous informe que le camp de Noé ne peut être considéré comme un camp de concentration. C'est un camp d'internement. Il est reconnu que le Struthof est l'unique camp de concentration sur le sol français. C'est la stupeur. Je me demande qui sont ces historiens spécialistes. De quand date leur recherche? Qui a reconnu que le Struthof est l'unique camp de concentration sur le sol français? En tout cas, ce n'est pas le ministère de la Défense qui admet dans un courrier de 2014 que d'un point de vue sémantique et historique, cette appellation, camp de concentration, n'est pas réservée au seul camp du Struthof. Connaissent-ils ces prétendus spécialistes la circulaire du 10 janvier 1941 qui confirme que les camps du Vernet d'Ariège et de Rieucros en Lozère doivent être appelés des camps de concentration et les autres des centres d'hébergement? Et en lisant la note d'accompagnement de cette circulaire, on comprend que cette modification d'appellation des autres camps est due au fait que nos camps de concentration français ont mauvaise presse à l'étranger. Dans cette affaire du camp de Noé, le plus scandaleux, c'est que la Fondation pour la mémoire de la Shoah exige que le titre de la plaque commémorative soit changé pour verser sa participation financière. Si l'association porteuse de ce projet garde le titre originel Camp de concentration de Noé, pas de subvention. Si l'association obéit à l'injonction, les 16 000 € seront versés. Ceci se passe en 2017 en France. Que faire? Baisser les bras? Renoncer? Non. Je me rappelle la phrase de Lucie Aubrac. Résister est un verbe qui se conjugue au présent. Adelante.
Les colibris amicaliens ont du pain sur la planche. Nous allons donc rechercher, expliquer, transmettre cette histoire et cette mémoire jusqu'à ce qu'elle soit connue, entendue, reconnue. Pour terminer mon intervention, je vais vous lire un poème. Étranges étrangers. Étranges étrangers, kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, bouillants de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébrouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues. Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres, désœuvrés, Polacs du Marais du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peu où vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquaient chaque jour dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venaient dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indo-chinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. C'est ce poème tellement d'actualité qui m'a inspiré pour écrire ce discours. Il a été écrit en 1951 par Jacques Prévert. Je vous remercie de votre attention. Écoutez, l'émotion nous a tous saisis en écoutant cette intervention, mais bon, c'est toujours comme ça. Voilà, la parole est maintenant donc à Monsieur Noumé Munoz, maire de Verniolle,